Édition spéciale sur les chaînes parlementaires. Bonjour à tous, bienvenue en direct. Après l'annonce ce matin du gouvernement Valls, nous allons maintenant suivre les premières passations de pouvoir. Une édition spéciale que je vous présente avec Jean-Pierre Grassin. Bonjour, bonjour. Alors nous suivrons bien sûr en direct les premières passations de pouvoir, à commencer par celle entre Ségolène Royal et Philippe Martin au ministère de l'écologie. Ce sera dans quelques minutes, une passation de pouvoir annoncée pour 16h. Puis à 16h30, nous irons au ministère de l'Éducation nationale où nous suivrons la passation de pouvoir entre Vincent Peillon et Benoît Hamon. Et puis à 17h30, le Premier ministre Manuel Valls laissera lui les clés du ministère de l'Intérieur à Bernard Cazeneuve. Et puis Jean-Pierre, nous verrons également la première passation de pouvoir, celle qui a eu lieu il y a une demi-heure maintenant. C'était la passation de pouvoir entre Cécile Duflot et Sylvia Pinel, une passation de pouvoir qui a lieu au ministère du Logement. Oui, et pour revenir sur ces passations de pouvoir, mais aussi bien sûr sur ce nouveau gouvernement, le premier gouvernement Manuel Valls, avec nous, Michael Zamès. Bonjour Michael, éditorialiste à Public Sénat. Roland Quérol, politologue, consultant à LCP. Bonjour Roland. Denis Jambard, consultant à LCP également. Jean-Louis Gombaud, consultant lui à Public Sénat, devrait nous rejoindre d'ici maintenant quelques instants. Et Oriane, tout de suite, peut-être quelques images ? On va voir, je ne sais pas, Jean-Pierre, si on a les images de Ségolène Royal, les premières images du ministère de l'écologie. On ne les a pas encore, donc une passation de pouvoir qui devrait avoir quelques minutes de retard. Passation de pouvoir au ministère de l'écologie entre Ségolène Royal et Philippe Martin. Voilà, des images qu'on va voir dans quelques secondes peut-être. Voilà, on le voit en direct. Voilà, Ségolène Royal qui vient donc de faire son arrivée au ministère de l'écologie, qui va donc maintenant s'entretenir quelques minutes, Jean-Pierre, avec Philippe Martin. Et puis, Philippe Martin, qu'il faut le rappeler, avait lui-même succédé à Delphine Batho, qui avait, elle, été démissionnaire du gouvernement, héros à ce poste de l'environnement. Je vous propose, messieurs, avant tout, premier commentaire, de revivre ce qui s'est passé. Il était environ 11h20 ce matin sur le perron de l'Élysée. Et Pierre-René Lemas, le secrétaire général de l'Élysée, annonçait le nouveau gouvernement. Regardez. Sur proposition du Premier ministre, le président de la République a nommé Monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du Développement international, Madame Ségolène Royal, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, Monsieur Benoît Hamon, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Monsieur Arnaud Montebourg, ministre de l'Économie, du redressement productif et du numérique. Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales. Monsieur François Rebsamen, ministre du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social. Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Madame Marie-Lise Lebranchu, ministre de la Décentralisation, de la Réforme de l'État et de la Fonction publique. Madame Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication. Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, porte-parole du gouvernement. Madame Sylvia Pinel,
ministre du Logement et de l'Égalité des Territoires. Madame Georges Pau-Langevin, ministre des Outre-mer. Le prochain Conseil des ministres se tiendra vendredi 4 avril à 10h. Je vous remercie. Voilà pour cette annonce du premier gouvernement Valls faite ce matin par Pierre-René Lemas. C'était ce matin à 11h20 sur le perron de l'Élysée. Et maintenant, Jean-Pierre, ont donc lieu les premières passations de pouvoir. Je vous le rappelle, nous suivrons dans quelques minutes la passation de pouvoir entre Ségolène Royal et Philippe Martin. Vous l'avez vu en direct sur les chaînes parlementaires. Ségolène Royal qui a fait son entrée au ministère de l'écologie. Ils sont donc tous les deux en train de s'entretenir. L'un et l'autre, l'un puis l'autre devait s'exprimer sur ce perron que vous voyez sur ces images avec un discours, une intervention évidemment particulièrement attendue concernant Ségolène Royal. On y reviendra peut-être sur le cas Ségolène Royal dans un instant. Roland Quérol, peut-être commençons avec vous. Impression générale sur cette ossature, ce nouveau gouvernement, ce gouvernement Valls? D'abord, ce gouvernement Valls est un gouvernement Hollande. On voit bien que les arbitrages ont été rendus par le chef de l'État et qu'il n'y a rien qui puisse lui déplaire dans la composition de ce gouvernement, c'est le moins qu'on puisse dire. Ensuite, c'est un gouvernement, comme on l'a dit, resserré. Attendons les secrétaires d'État qui vont grossir un peu tout ça la semaine prochaine. A priori, vous l'avez dit, pour la semaine prochaine. Voilà, un gouvernement paritaire, un gouvernement monocolore, parce que c'est quand même le premier échec politique dans la composition de ce gouvernement, c'est que les Verts, Europe Écologie, n'y sont pas. Que ça va être l'un des problèmes. Roland, pour vous, c'est le premier échec de Manuel Valls, c'est de ne pas avoir réussi à convaincre les Verts de rentrer dans le gouvernement. Leur souhait était qu'ils restent. Ils ont décidé de partir. C'est un point compliqué à gérer. Et ça va être le point compliqué de la majorité pour tous les mois qui viennent. Mais du coup, ça fait en effet un peu plus ce qu'on peut appeler un gouvernement de combat. Il y a à la tête, et c'est ça le vrai changement, il y a Manuel Valls. C'est-à-dire qu'à la place de Jean-Marc Ayrault, à qui on reprochait d'être un peu austère, un peu terne, un peu prof d'allemand, on a un communicant de formation et de profession, quelqu'un qui n'a jamais arrêté de communiquer depuis qu'il est ministre. Il va donner le sentiment d'une impulsion beaucoup plus grande depuis Matignon que ce que nous avons eu depuis 22 mois. Pour étayer ce que vous dites, communicant, oui, bien sûr, il a été communicant au PS, chargé de la communication au sein du Parti socialiste, puis dans le cabinet de Lionel Jospin, notamment, lorsque Lionel Jospin était à Matignon. C'est un vrai spécialiste de la communication et ça se voit. Enfin, on voit que ça fait partie pour lui de l'action politique permanente. Donc je pense qu'on aura une expression politique plus présente et plus musclée depuis l'hôtel Matignon. Et voilà, donc on a, pour faire la même politique qu'avant, un gouvernement qui a, de ce point de vue, changé et qui s'est de surcroît professionnalisé. On avait beaucoup parlé des couacs, des accords visibles exprimés au sein de ce gouvernement, d'un amateurisme de la part de certains nouveaux ministres. Là, il n'y a pas de vrais nouveaux. Les deux vrais nouveaux, Ségolène Royal et François Rebsamen, sont des routiers de la politique. Donc, on devrait avoir un gouvernement qui fait plus attention au respect de la discipline gouvernementale. Et c'était probablement l'une des critiques que François Hollande avait décidé de prendre en compte. On accueille, je le signale pour nos téléspectateurs, on accueille Jean-Louis Gombault qui vient donc de faire son entrée sur notre plateau. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Denis, est-ce qu'on peut parler de gouvernement resserré quand on entend ce matin Pierre-René Lemas annoncer le nom de 16 ministres, soit pas beaucoup moins finalement que dans les gouvernements de Jean-Marc Ayrault? Oui, c'est un gouvernement resserré. J'adhère à tout ce qui vient d'être dit, mais je crois qu'en effet, la chose importante, c'est le fait que les écologistes aient décidé de ne pas participer à ce gouvernement. Alors, et en réalité, ce que vient de dire Roland Quérol, alors. Et en réalité, ça serait le premier échec de Manuel Valls? Oui, mais c'est surtout que ça l'a énormément contraint dans sa manière de composer le gouvernement. Pourquoi? Vous remarquez que les deux entrants sont Ségolène Royal, qui n'a pas de mandat législatif, donc il n'a pas à être remplacé à l'Assemblée nationale, et un sénateur pas concerné par le vote de confiance. S'il y avait eu beaucoup de sortants, vous savez qu'à l'Assemblée nationale, il faut 1 mois pour être remplacé. Et sans les écologistes, le gouvernement n'aurait peut-être pas eu la confiance. Il y aurait eu un trou dans la majorité. Et donc finalement, Valls et Hollande ont été très contraints dans la réorganisation du gouvernement. Ils ont été obligés de garder... Il n'y a pas d'effet de nouveauté dans ce gouvernement. En dehors de Ségolène Royal, il n'y a pas de nouveau. Il n'y a pas d'entrant, en réalité. Ça a été un jeu, on a déplacé à l'intérieur du gouvernement. Alors, on l'a resserré. Il y a un effet politique dû au resserrement et à la nomination de Valls. Mais en réalité, il y a eu une conséquence énorme et qui fait que, d'ailleurs, Hollande, en voulant aller très vite, a été pris de lui-même à son propre piège par les écologistes qui l'ont contraint à
jouer, je dirais, dans le petit carré avec ce qu'il avait sous la main, sans possibilité de renouvellement du personnel politique. Alors, deuxième conséquence, c'est que vous avez une question de le vote de confiance très rapide mardi prochain, et on ne verra les secrétaires d'État, et là on peut avoir en effet un vrai renouvellement, qu'après, parce que ça ne portera pas à conséquence dans le vote au Parlement. Voilà. Et la confiance Et ça, c'est une mesure, c'est que je pense qu'ils ne l'ont pas mesuré tout de suite et qu'ils ont été, d'une certaine manière, assommés ou contraints par la décision des Verts de ne pas participer au gouvernement, qui fait que ils n'ont pas de majorité assurée s'ils changent beaucoup de monde. Et ils changeront beaucoup de monde qu'après. Normalement, ce qui était prévu, c'était de faire ce vote de confiance, en tout cas ce discours politique général, jumelé, couplé avec le discours sur le pacte de responsabilité qui était attendu mi-avril. Mais c'est vrai que là, l'échéance, il fallait faire très très vite. Et du coup, on s'est dit, au gouvernement, il fallait peut-être assurer au moins de faire dès mardi un premier discours de politique générale, mettre les fondements de ce que sera la politique de Manuel Valls. Et puis, dans un second temps, il y aura le pacte de responsabilité. Et là, on commence déjà à sentir qu'au sein de la majorité, il y a des tiraillements. Vous avez vu avec l'aile gauche du Parti socialiste, avec les Verts qui ont quitté. Du coup, ça y est, ça commence déjà à bouger au sein de la propre majorité. Donc, on verra, les Verts le disent, on verra le discours politique général et après, on verra si s'il y a beaucoup d'entrants, il va y avoir une espèce de vacances parlementaires de pas mal de députés pendant un mois. Donc moi, je n'exclus pas que le discours, discours sur la confiance soit pas jumelé avec un vote sur le pacte de responsabilité pour éviter un nouveau rendez-vous. Sinon, ça retarde tout encore d'un mois. Jean-Louis Gombault, l'économie. Oui. D'un côté, les finances, ça c'est Michel Sapin, le retour de Michel Sapin du côté de Bercy. Il ne faut pas oublier qu'il était ministre de l'économie au début des années 90. Et puis Arnaud Montebourg, ça c'est pour l'économie. Michel Sapin, les finances, Arnaud Montebourg, l'économie. Ça peut fonctionner, ce duo, à Bercy. C'est nouveau, c'est un peu à l'allemande, dit-on. Est-ce que c'est vrai ? C'est un peu à l'allemande, pas exactement. Alors, effectivement, sur la question des ministres qui sont chargés de l'économie, il y a une simplification, celle que vous venez d'indiquer, et il y a une complexification, à mon avis, qui n'est pas négligeable. La simplification, c'est tout simplement le fait qu'avant, M. Moscovici était ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. Celui qui le remplace en théorie, M. Montebourg, n'est plus que ministre de l'économie et de l'économie numérique. Donc, quelque part, le ministère pilote de Bercy est un petit peu dépouillé. Le vrai ministre, c'est M. Cazeneuve. Jusqu'à présent, enfin, M. Sapin. Jusqu'à présent, M. Cazeneuve n'était que ministre délégué de M. Moscovici. Aujourd'hui, le ministre des Finances, et c'est dans ce sens que vous avez dit que c'était un peu à l'allemande, le ministre des Finances... C'est une question que je vous posais. Non, mais c'est tout à fait juste. Maintenant, M. Sapin est ministre de plein exercice et il est même dans l'organigramme au-dessus de M. Montebourg. Celui qui va discuter à Bruxelles et qui va discuter avec les Allemands, c'est M. Sapin. Donc, contrairement à ce que j'ai beaucoup entendu ces derniers temps, ce n'est pas M. Montebourg qui mène l'affaire comme l'avait mené jusqu'à présent M. Moscovici. Donc, il y a un renforcement du pouvoir du ministre des Finances, comme cela existe d'ailleurs effectivement en Allemagne, où M. Schäuble est évidemment le maître des lieux jusqu'au... excusez cette complexité, jusqu'au dernier gouvernement Merkel, parce que maintenant, ce n'est plus exactement le cas. Pourquoi ? Parce que le ministre de l'économie en Allemagne, M. Gabriel, a dans son portefeuille l'énergie. C'est-à-dire qu'avant, le ministre de l'économie, c'était un ministre un petit peu secondaire en Allemagne. Ce qui est important, c'est le ministre des Finances. Maintenant, ils lui ont ajouté l'énergie, parce que la question majeure de l'Allemagne aujourd'hui, c'est la question de l'énergie. Et lui, il est numéro 2 du gouvernement Merkel. Donc, aujourd'hui, c'est M. Sapin. Ça, c'est une simplification. Parce que rappelez-vous ce que disait M. Fabius encore il y a quelques semaines. Il faut un patron à Bercy. Autrement dit, M. Moscovici ne fait pas l'affaire. Il n'est pas le vrai patron de Bercy. Aujourd'hui, donc, M. Sapin a, je pense, le rôle de jouer cette affaire de patron. En plus, maintenant, sur l'économie toujours... il y a quelque chose de compliqué, à mon avis, qui n'a pas encore été signalé. Oui. C'est que M. Fabius devient, c'est pas dans son intitulé, mais il devient en quelque sorte ministre du Commerce extérieur. Or, le problème... Le Quai d'Orsay, dans un communiqué, a bien fait savoir que le commerce extérieur était bien du côté de Laurent Fabius et pas du côté de Arnaud Montebourg. Voilà. Lui avait laissé entendre que ce serait le cas, puisqu'il prévoyait carrément de faire la passation de pouvoir avec Mme Bricq. Donc c'est le premier couac gouvernemental. Alors voilà. Voir le deuxième, c'est qu'on a cette affaire, depuis ce matin. Effectivement, il y avait un petit problème. Il y avait un problème, je crois, aussi un peu du côté de Mme Bricq.
Mais il y avait un problème et de toujours. Pourquoi ? Parce que le réseau diplomatique français, aujourd'hui, il s'ennuie un peu. Parce que la France n'étant plus la France d'antan, être ambassadeur aujourd'hui, ça n'a plus exactement le rayonnement que cela pouvait avoir il y a encore quelques années. Donc, on lui demande de plus en plus de s'occuper des questions commerciales, du commerce extérieur. De la diplomatie économique, peut-être. De la si on peut dire diplomatie des choses comme économique ça. avait impulsé un peu M. Chirac, Ouais. d'ailleurs. Mais le problème, c'est qu'ils n'y connaissent rien. C'est-à-dire que ce sont des diplomates. Le commerce extérieur, c'est un métier. problème technique, c'est Ouais. un problème très compliqué. Il y a voilà, des années d'ailleurs que le réseau diplomatique allemand, lui, fait le forcing sur ces questions de commerce extérieur. Le réseau diplomatique français n'est pas vraiment à la hauteur. Et la capacité technique, elle est du côté de Bercy. Donc, effectivement, ce que vous venez de siganer à l'instant, il va y avoir un problème. C'est-à-dire que pour les entreprises, il faut qu'elles s'adressent à Bercy ou faut-elle qu'elles s'adressent du côté du Quai d'Orsay ? Et ça va compliquer les affaires et ça risque de générer un certain nombre de couacs si on n'y met pas le clair. L'avenir le dira. Alors, Jean-Louis, on voit toujours en direct sur ces images du ministère de l'écologie. On attend toujours la sortie de Ségolène Royal et de Philippe Martin. Je ne sais pas si on peut voir les images en direct. Voilà, donc Ségolène Royal et Philippe Martin au ministère de l'écologie qui devraient sortir dans quelques minutes, prononcer tous deux une allocution. Mickaël, Jean-Louis a beaucoup parlé de Pierre Moscovici. Pierre Moscovici, c'est l'un des deux grands perdants de ce remaniement. Deux ministres sortants, Pierre Moscovici, Vincent Peillon. Vincent Peillon, il a une porte de sortie, c'est l'Europe. Pierre Moscovici, il n'a pas de porte de sortie, il a perdu Si, l'Europe, son département. Peut-être l'Europe. Mais Attendez, c'est pas gagné. Alors, Sur ces images. Pardonnez-nous, regardez Place au ces direct. images. Philippe Martin, le sortant, va prendre la parole. Et à côté de lui, Ségolène Royal, l'entrante. Ségolène Royal, nouvelle ministre de l'écologie, mais aussi de l'énergie, du développement durable. Un gros portefeuille pour Ségolène Royal. La prochaine fois, je serai candidat au primaire. Madame la ministre, 9 mois, jour pour jour, après avoir été nommé ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, je veux remercier Jean-Marc Ayrault, Premier ministre socialiste et de gauche, de m'avoir fait confiance en me nommant, puis de m'avoir soutenu en toutes circonstances. Pendant ces 9 mois, loyalement et discrètement, ce que je ne regrette pas, j'aurais essayé de faire progresser une ambition, la transition écologique, à laquelle, par mes combats passés et futurs, je suis viscéralement attaché. Non, ça. Pendant Oui. dans un contexte Oui. économique et social, Oui, je t'ai entendu. conduit souvent à reléguer les questions environnementales au second plan. Retour. Voilà, un petit problème de son, vous l'entendez, sur cette il a passation des de pouvoir arguments. entre Philippe Martin Communiste. et Ségolène Royal. Disons, en On fait, espère c'est revenir, Jean-Pierre, au ministère de l'écologie dans quelques secondes. Ouais. Philippe Martin, il a de l'humour, il est même réputé pour ça. Vous avez vu cette première phrase, j'espère que nos téléspectateurs l'ont bien entendu, malgré ces problèmes de son. Si j'avais su, j'aurais fait les primaires. Et oui, je crois qu'il ne doit pas être extrêmement content de ce qui lui arrive, parce que après cette première phrase, il en a dit une deuxième qui était pour remercier Jean-Marc Ayrault. Voilà, donc la boucle est déjà bouclée avant qu'il ait commencé son discours. Je regrette qu'on l'entende pas, mais enfin, on a entendu l'essentiel, quoi. C'est voilà quelqu'un qui ne part pas content. Peut-être rappeler simplement que les parlementaires verts, encore une fois, ont rappelé ce matin que c'était le 4e ministre de l'écologie en 18 mois. C'est vrai que ça peut paraître beaucoup. Il y a C'est pas beaucoup. vraiment de... Bon, si vous le dites trop lent, je sais que c'est beaucoup. C'est le ministère où il y a eu le plus de ministres depuis l'arrivée de François Parce Hollande. que là, il y a un vrai problème que François Hollande ou Jean-Marc Ayrault avaient un vrai problème aussi avec l'écologie, comme à l'époque Nicolas Sarkozy aussi a eu un problème avec l'écologie. Ça fonctionne pas très très bien, il y a un problème de cohérence, et qui d'autre aurait pu les avoir si ce n'est les Verts, mais visiblement ils n'ont pas voulu. Il aurait pu accepter. rajouter, mais on l'entend pas, peut-être l'a-t-il ajouté, que pour être élu ministre maintenant, il faut avoir fait les primaires et avoir été battu aux élections législatives. Ce qui n'était pas son cas, puisqu'il a quand même été élu, il faut quand même rappeler. Et c'est vrai, mais ça prouve qu'elle a un statut tout à fait à part, Ségolène Royal, une fois dépassé la plaisanterie, mais elle est relativement iconique, alors qu'elle, en effet, elle n'a subi que des défaites dans tous les rendez-vous électoraux de ces 3 dernières années. En revanche, elle a une expérience ministérielle. Elle a une Y compris dans expérience. le domaine qu'on va lui confier là,
pas la totalité, puisque c'était le ministère de l'Environnement, c'était au début des années 90, Oui, mais elle n'avait pas le même pourtour de portefeuille, si on peut dire les choses Ça comme ramène à ma précédente observation. Au sein du Parlement, vous avez un certain nombre de gens qui ont une expérience ministérielle importante et qui n'ont pas été retenus dans ce gouvernement. Regardez, par exemple, Madame Guigou. Une lourde expérience ministérielle. Et elle a bien failli l'être. Oui, son nom Mais circulaire. elle a bien fait. Mais pourquoi ne l'a-t-elle pas été? Pour la raison que j'ai expliquée tout à l'heure. Alors on espère qu'on va arranger ces petits problèmes de son. Vous voyez sur ces images donc cette passation de pouvoir qui est en train de se dérouler en direct du côté du ministère de l'Environnement. Mais il y a une première réaction du côté de la salle des conférences du Palais du Luxembourg. Exactement, on va retrouver tout de suite Perrine Tarnot. Bonjour Perrine. Vous êtes en salle des conférences et vous êtes en compagnie de Jean-Pierre Sueur, le président de la commission des lois du Sénat. Exactement, le président de la commission des lois du Sénat, Jean-Pierre Sueur, bonjour. Donc en tant que président de la commission des lois, vous allez travailler directement avec Christiane Taubira au ministère de la Justice, mais maintenant aussi avec Bernard Cazeneuve à l'intérieur. Vous êtes content, vous, de ce casting? Écoutez, le président avait dit on va faire une équipe resserrée. En général, on dit ça et on ne le fait pas. Parce qu'il y a des tas de pressions, il y a des tas de gens à satisfaire, des partis, etc. Et en général, on finit avec une équipe très large. Et là, il a dit on fait une équipe resserrée et on a une équipe resserrée de 16 personnes. Donc je dis bravo. Parce que on sait qu'on est dans une situation difficile, de crise, des enjeux très importants, le pacte de responsabilité, le pacte de solidarité. Si on baisse les impôts, il faut le faire. Si on baisse les charges, il faut le faire. Si on baisse les dépenses de l'État, il faut le faire. Ça sera dur, nécessaire, mais difficile. Donc, il faut une équipe de combat. Donc c'est le bon gouvernement, selon vous, pour faire ça? Deuxièmement, ce sont des gens expérimentés. Je crois que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a choisi, c'est que... C'est ce que vous dites tous aujourd'hui, excusez-moi, je vous coupe, c'est ce que vous dites tous aujourd'hui. À gauche, on a l'impression que le précédent gouvernement n'était pas un gouvernement compétent. Eh bien, je ne vais pas souscrire à ce que vous dites, parce que je tiens justement à en profiter pour saluer particulièrement Jean-Marc Ayrault. Parce que je trouve que Jean-Marc Ayrault est un homme qui a été un homme de loyauté, de sérieux, de responsabilité, de ténacité. Et je le dis ici parce que je le pense vraiment. Le président de la République a pensé qu'il fallait changer de Premier ministre. C'est son choix. Mais ça n'enlève rien aux qualités de Jean-Marc Ayrault. Est-ce que c'est votre choix aussi, ce Premier ministre Manuel Valls? On sait que vous êtes plutôt proche de la garde des Sceaux, qui reste, c'est une des surprises de ce remaniement, Christiane Taubira. Est-ce qu'elle va pouvoir poursuivre sa politique pénale, Christiane Taubira, notamment avec les peines de probation, ce qui était prévu par le précédent gouvernement Ayrault? Alors, je vais vous dire d'abord que je suis proche de Manuel Valls pour des raisons historiques, puisque j'ai accueilli Manuel Valls quand il avait à peu près 20 ans chez les jeunes rocardiens. Donc, je l'ai connu depuis très longtemps. On partage les mêmes idées rocardiennes. Moi, je suis rocardien. Je n'ai pas peur de le dire, car je pense que cette gauche-là, qui est une gauche réaliste, à laquelle appartient parfaitement Manuel Valls, est la gauche qui permet de changer les choses. Donc, je n'ai pas de... Changer jusqu'à aller faire la politique pénale que souhaitait Christiane Taubira? Attendez, je n'ai pas de différend avec Manuel Valls, qui est un ami depuis longtemps. Deuxièmement, parce qu'il faut tout expliquer, j'ai soutenu Christiane Taubira et je la soutiens toujours. Et j'ai été très heureux d'apprendre ce matin qu'elle restait dans le gouvernement et qu'elle restait garde des Sceaux. Parce que la réforme pénale est nécessaire. Et je vais vous dire que je n'ai pas pu encore parler avec elle. J'ai parlé ce matin avec elle, mais elle n'était pas encore nommée, donc je n'ai pas pu parler récemment. Mais je suis sûr que si elle a accepté de rester, c'est pour faire cette réforme pénale, parce qu'elle est nécessaire. Aujourd'hui, je dis un chiffre avant d'arrêter. Oui. Un seul chiffre. Savez-vous combien il y a de peines de prison prononcées et non exécutées? 100 000. Merci Jean-Pierre Sueur. Il faut qu'on laisse la place au direct. Je suis désolée, je vous coupe. Il faut vraiment faire cette réforme. Merci, on a compris votre message. Je suis désolée. Merci, mais comme nous sommes en direct, on doit rejoindre le plateau. Exactement. Merci beaucoup Jean-Pierre Sueur. Merci beaucoup Perrine. Comme vous l'avez dit, place au direct. Ségolène Royal vient tout juste de prendre la parole au ministère de l'écologie. On y va tout de suite en direct.
Monsieur le ministre, cher Philippe Martin, ces moments sont toujours un peu et même profondément émouvants et c'est la raison pour laquelle je suis particulièrement sensible aux mots aimables que vous avez eus à mon endroit. Je les prends comme un encouragement venant d'un homme de valeur qui s'est donné tout entier à ce ministère pendant ces longs 9 mois. Et ce défi écologique et cet engagement et cette passion pour l'écologie, vous la servez aussi sur le territoire qui vous est cher. Et c'est ce qui nous rapproche, parce que nous sommes l'un comme l'autre des responsables politiques animés par la morale de l'action et qui calculons d'abord les effets de nos actes au service de la population que nous servons. Sachez que je suis heureuse de pouvoir compter sur votre soutien pour les tâches qui m'attendent, sur votre expérience et bien évidemment sur l'ensemble des personnels du ministère que je salue ici. Je suis très honorée d'être chargée de cette mission passionnante et difficile, cette mission de l'écologie qui relie chaque personne dans sa vie quotidienne aux enjeux planétaires. Je le suis au sein de cette équipe gouvernementale de combat pour l'emploi que dirige Manuel Valls. Le développement durable, c'est 3 piliers. C'est d'abord le progrès économique, avec la croissance verte et les nombreux emplois qui vont avec. Les industries vertes, l'éco-construction, les biotechnologies, la chimie verte, les nouveaux matériaux, les transports propres, les véhicules électriques. Et nous voyons dans tout cela, dans cette capacité d'innovation et de production, la formidable capacité de la France de relever les défis dans tous ces domaines. C'est aussi, en second lieu, du progrès social, du bien-être et du pouvoir d'achat, la sociale écologie, comme vous venez de le dire. Je pense à l'alimentation, à la propreté de l'eau, à la protection de la santé par rapport à la pollution de l'air, bref, tout ce qui fait la dignité de la personne humaine. C'est du pouvoir d'achat avec les économies d'énergie, le transport propre, les logements à énergie passive qui permet la baisse des charges. C'est en effet la sociale écologie, je le répète. Et le troisième pilier, c'est le progrès écologique, c'est-à-dire le progrès des relations entre l'homme et son milieu, avec la reconquête de la biodiversité, les trames vertes et bleues, mises en place dans toutes les régions. Et d'ailleurs, associer les territoires et la démocratie territoriale à ces enjeux est un gage d'efficacité et de rapidité, tout comme avec la densité exceptionnelle des milieux associatifs. Alors, à la tête de ce ministère, en 1992, il y a 22 ans, jour pour jour, et comme député des Deux-Sèvres, ayant protégé et sauvé le marais Poitevin, puis à la tête de la région Poitou-Charentes, devenue la région de l'excellence environnementale, ayant construit par exemple le premier lycée sans énergie fossile, le lycée Kyoto, lancé le plan méthanisation pour l'agriculture, soutenu la voiture électrique 100% française, la sobriété énergétique et les plans photovoltaïques, les éco-industries avec le pôle d'excellence, bref, je mesure ainsi pour avoir et pour être à la tâche au quotidien l'extraordinaire potentiel que représentent l'ambition et la volonté environnementale, les innovations et les intelligences. Oui, le défi écologique, le défi de la croissance verte, c'est un formidable levier pour l'emploi, pour le pouvoir d'achat et pour le bien-être. C'est aussi un défi démocratique majeur, car c'est quand chacun est partie prenante de ce mouvement, de ce changement, qu'il peut s'accomplir de façon harmonieuse et efficace. J'en suis convaincue, notre civilisation est capable de résoudre les problèmes que pose son fonctionnement à condition de se réinventer avec créativité. Et comme l'a dit le président de la République à la conférence environnementale, le nouvel ordre commercial doit aussi être un nouvel ordre écologique. L'avenir productif appartient aux nations qui auront compris la fragilité de notre système. Alors à nous de protéger ce système écologique fragile, à nous de le réparer, à nous d'en inventer le futur en faisant de la France l'une des premières puissances écologiques d'Europe.
Je vous remercie. Voilà pour cette passation de pouvoir entre Philippe Martin et Ségolène Royal au ministère de l'écologie. Ségolène Royal qui retrouve donc le ministère de l'écologie 22 ans après l'avoir quitté, Roland. Et oui, en effet, 22 ans après, c'est retour vers le futur, mais c'est un ministère qui a pas mal changé. C'était un ministère assez restreint, qui avait des effectifs et un budget assez squelettique, qui était plus un ministère de la parole qu'un ministère de l'action. C'est devenu un ministère avec une vraie administration et dont les compétences ont été extrêmement élargies. Et qui a gardé l'énergie. C'est ça la chose importante, c'est que Montebourg a essayé, à l'allemande si j'ai bien compris, d'avoir l'énergie au sein de son ministère à Bercy, mais ça avait été confirmé par Valls. D'abord, quand il a reçu les écologistes, il leur a proposé ce ministère qui conserverait l'énergie, ce qui semblait être la condition que mettaient les Verts. Ça ne leur a finalement pas suffi. Et donc l'énergie reste rattachée à ce grand ministère. Et c'est donc elle qui va piloter le projet de loi sur la transition énergétique, qui est un des grands objectifs annoncés par Hollande. Et ça devrait avoir lieu très vite, dans un mois à peu près. Voilà, Denis Jeanbart, sur la capacité de Ségolène Royal, qu'on voit bien entendu sur ces images, d'ailleurs elle s'approche au micro de quelques confrères là, pour faire quelques déclarations. Est-ce que sur cette capacité de Ségolène Royal à mener un tel ministère, est-ce qu'elle a des atouts, de réels atouts pour le faire ? Ça va dépendre, on verra un peu le détail des moyens qui sont mis à sa disposition. Et c'est vrai que je trouve que le point important, comme l'a dit Roland, c'est la présence de l'énergie dans son portefeuille ministériel. C'est un enjeu alors à la fois déterminant pour la politique économique de la France. Et les choix qui vont être faits sont lourds de conséquences, parce que cette transition énergétique, elle est extrêmement coûteuse dans un premier temps. Comment on l'assume, comment on la finance, compte tenu du plan d'économie qu'on veut faire sur les dépenses publiques. Donc là, on est aussi très contraint. Et on va voir à quel point elle pèse sur la politique du gouvernement. Et d'ailleurs, on découvrira aussi ses objectifs. La deuxième chose, c'est qu'il y a des débats à l'intérieur du gouvernement qui se préparent. Arnaud Montebourg, il voulait l'énergie tout simplement parce qu'il défend l'industrie du nucléaire, dont il est devenu le porte-parole. D'ailleurs, je vous signale qu'il est très 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 bien vu des grands patrons, qui trouvent qu'il est parfait après des débuts difficiles. Et ensuite sur les gaz de schiste, qu'il défend, comme Laurent Fabius. Donc on va avoir des débats animés à l'intérieur du gouvernement et on verra quelle est la position de Ségolène Royal là-dessus. C'est vrai qu'elle a un vrai poids politique, bien qu'elle ne soit pas élue, je le répète. Si, elle est présidente de sa région, mais dans les deux batailles électorales précédentes, elle a été battue. Et donc, je comprends qu'on ne lui a pas donné par hasard ce ministère, parce qu'elle représente quelque chose, malgré tout, depuis la présidentielle de 2007. Et visiblement, encore une fois, à l'Assemblée nationale, chez les Verts, en tout cas, encore une fois, ce qu'il disait sur Ségolène Royal, c'est qu'il voulait une clarification, et notamment sur sa position sur la loi climat-énergie. Et donc, du coup, Ségolène Royal a eu des positions qui n'étaient pas celles attendues par les écologistes. Non. Du coup, ils l'attendent énormément au tournant, et ils attendent évidemment le gouvernement au tournant sur ce point, et risque encore une fois d'y avoir une bagarre à l'Assemblée et au Sénat qui risque d'être homérique. Jean-Louis Gombault, Ségolène Royal s'est dit très honorée d'avoir ce ministère, un ministère majeur pour le redressement du pays et les créations d'emplois qui vont avec, a-t-elle dit. C'est vrai ? Il y a un vrai enjeu derrière en matière d'emploi. Tout écologique vous expliquera. Et est-ce que ce ministère va permettre justement de développer ce gisement d'emploi tel qu'il a été conçu dans ce remaniement ? Moi, je suis un peu ce que disait Roland Quérol tout à l'heure à ce propos. C'est que tout à l'heure, je dirais expliquer qu'il y avait un problème d'harmonisation entre le Quai d'Orsay et Bercy sur le commerce extérieur. Oui. Et là, on ne peut pas, surtout avec la personnalité de Madame Royal, pas imaginer que les choses se passent en douceur entre Montebourg et elle, à partir de la question majeure qui est la question de l'énergie. Effectivement, bien sûr, tout écologiste vous expliquera que la transition énergétique, dont on évalue le coût en gros autour de 20 milliards d'euros, ça crée des milliers d'emplois. Mais dès que vous mettez 1 euro sur la table,
vous créez quelque part un petit emploi, si vous voulez. Si vous construisez 3 centrales nucléaires, vous créez également des emplois. Le problème, c'est avancer les 20 milliards d'euros en quelque sorte. Or, on a tellement de retard qu'on ne peut plus avancer aujourd'hui d'argent. Et ça, c'est un véritable problème. Et je crois que l'une des raisons pour lesquelles les écologistes ne sont pas rentrés, c'est qu'ils doivent penser quelque part que cette transition énergétique telle qu'on la présente de manière générale n'aura sans doute pas lieu. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est beaucoup trop coûteux, même si on est d'accord pour dire que ça crée des emplois, que c'est bon pour le développement à terme de l'économie, etc. Mais dans l'immédiat, compte tenu des contraintes budgétaires, eh bien, effectivement, il y a création d'emplois, mais il y a aussi contraintes budgétaires. Et je pense que quelque part, ils ont dû se dire, en fait, cette transition énergétique n'ayant pas lieu, comment on va se retrouver à la fin de la course? Alors maintenant, est-ce que Madame Royal aura l'autorité pour faire cette transition énergétique alors que la transition énergétique a des problèmes économiques considérables en matière de coûts de production, des usines, etc. On peut quand même en discuter. Priorité au direct, Denis Jean-Bart, je vous redonne la parole tout de suite après. Benoît Apparu est au micro d'Elisa Bertholomé du côté de l'Assemblée nationale pour une réaction après ce nouveau gouvernement. Oui, effectivement. Alors, Benoît Apparu, un gouvernement resserré, 16 ministres. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un gouvernement de combat, comme le dit François Hollande lui-même? Il me semble que cette information-là, nous l'aurons demain ou après-demain. Parce que vous dites gouvernement resserré. Pour l'instant, on passe de 20 ministres à 16. Attendons les secrétaires d'État pour savoir s'ils seront 15 ou s'ils seront 5. Et là, on parlera éventuellement de gouvernement resserré. Gouvernement de combat, peut-être. Ça, c'est une formule intéressante qui a été utilisée à peu près pour tous les gouvernements depuis une trentaine d'années. La question qu'on se pose, c'est un combat, mais lequel? Parce que la question à laquelle il n'a toujours pas été répondu, c'est la question que les Français ont posée au président de la République. Quelle est votre politique économique et sociale? C'est ça l'enseignement de dimanche dernier. Les Français, ils n'ont pas jugé Jean-Marc Ayrault, ils ont jugé François Hollande. Donc c'est un gouvernement en réaction aux élections municipales. 16 ministres, je vous disais, dont 6 ministres du gouvernement Ayrault, finalement, tout ça pour ça? Ah non, c'est pas 6 ministres. C'est sur 16 ministres, 14 du gouvernement Ayrault et 7 qui gardent exactement les mêmes fonctions. Donc effectivement, tout ça pour ça, il n'y a pas grand-chose de neuf et de nouveau sous le soleil pour l'instant. Mais là encore, peu importe ce remaniement. Dans un mois, on aura épuisé tous nos commentaires les uns et les autres. Vous aurez fait, vous, 50 fois le portrait des entrants et des sortants, des gagnants et des perdants. Valls aura fait 3 bouts d'interview. Et dans un mois, on se reposera la même question que celle qu'on se pose depuis maintenant 18 mois. Ils veulent faire quoi? C'est tout. Manuel Valls, c'est une personnalité forte, une personnalité aussi qui plaît à droite. C'est un bon choix de Premier ministre? Oui, c'est probablement effectivement un bon choix pour essayer d'orienter dans un sens. Vraiment, ma trouille, elle est très simple. Vu qu'il a effectivement cette image de marque-là, j'ai un peu l'inquiétude qu'il fasse l'inverse pour effectivement donner des gages à la gauche de la gauche. Et donc, il faudra mesurer dans son discours de politique générale, mais surtout dans leurs premiers actes, ce qu'ils feront effectivement. Moi, les images, j'aime bien. Ce qui sera écrit dans les gazettes, j'aime beaucoup. Ce qui m'intéresse plus, ce seront les actes concrets de ce gouvernement. Merci, Benoît Apparu, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Elisa. On vous retrouve bien sûr plus tard dans cette édition spéciale pour d'autres réactions de députés. Alors que dans quelques minutes, maintenant, Jean-Pierre, nous allons suivre une autre passation de pouvoir qui aura lieu au ministère de l'Éducation nationale, où Vincent Peillon va donc laisser sa place à Benoît Hamon. Vincent Peillon, Jean-Pierre, on le disait, qui est donc le deuxième sortant du gouvernement Ayrault, le deuxième ministre à ne pas faire partie du gouvernement Valls. Roland. On en reparlera tout à l'heure. Juste avant, revenons peut-être sur Ségolène Royal une dernière fois, peut-être avant de revenir sur et de passer à cette passation de pouvoir du côté du ministère de l'Éducation nationale. Donc un portrait signé Caroline Motte. Regardez. Ségolène Royal au ministère de l'Écologie. Avril 2007, c'est elle qui incarne l'espoir des socialistes. Première femme française à accéder au second tour d'une élection présidentielle. Sa forte personnalité marquera la campagne. Non, je ne me calmerai pas. Ne montrez pas du doigt avec cet index pointé, parce que franchement... Non, je ne me calmerai pas. Non, je ne me calmerai pas. Je ne me calmerai pas. Pour être président de la République, il faut être calme. Non,
pas quand il y a des injustices. Il y a des colères qui sont parfaitement saines, parce qu'elles correspondent à la souffrance des gens. Est-ce que vous me Et il y a permettez des de vous colères dire que un j'aurai, mot même quand je serai présidente de la République. Elle perd l'élection avec 47% des voix. C'est le début d'une série noire. 2008, elle est battue de peu par Martine Aubry pour le poste de première secrétaire du PS. Elle repart à l'attaque pour la présidentielle de 2012, mais échoue dès le premier tour des primaires avec 7% des suffrages. Parce que c'est beaucoup de choses données et beaucoup de déceptions pour tous ceux qui m'ont soutenu. C'est très dur. Ça tiendra toujours. Bravo. Merci Ségolène. L'échec le plus cruel, c'est peut-être sa défaite aux élections législatives en juin 2012. J'ai mené une campagne difficile. Elle, à qui l'on promettait la présidence de l'Assemblée, est sèchement battue par un dissident socialiste, Olivier Falorni, soutenu par le fameux tweet de Valérie Trierweiler. Ségolène Royal se replie alors dans son fief du Poitou-Charentes qu'elle préside depuis 2004. Son lot de consolation, des proches bien servis au gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem, Dominique Bertinotti et Guillaume Garot. 8 mois plus tard, elle aura la présidence de la Banque publique d'investissement. Avec son nouveau ministère, Ségolène Royal renoue avec ses ambitions nationales. 3 fois ministre de l'Environnement, de l'Enseignement scolaire puis de la Famille. Aujourd'hui, l'ancienne compagne de François Hollande devra mener le grand projet de la transition énergétique. Elle devient donc l'un des piliers du gouvernement, elle qui, dit-on, est restée une grande complice politique de François Hollande. Portrait signé Caroline Motte. Elle revient de loin tout de même, Roland Querol, Ségolène Royal. Ben oui, elle revient de loin. Vous vous rappelez quand elle avait été battue à la présidentielle, elle était apparue au balcon de la rue de Solferino en disant « En avant pour de nouvelles victoires ». Bon. Et entre-temps, après cette défaite-là, elle a eu d'autres défaites aux législatives, des déconvenues avec le suffrage universel, tout en gardant une certaine popularité dans les milieux populaires, notamment d'ailleurs chez les femmes des milieux populaires, où les gens disent, même s'ils ne croient plus à son avenir au tout premier plan, les gens disent volontiers aux sondeurs, elle nous comprend et on la comprend, ce qui est une force pour un personnage politique tout à fait extraordinaire. Et donc, elle revient de loin et elle revient pour une bonne raison, c'est qu'on a perdu le contact au Parti socialiste avec les catégories populaires. Donc quelqu'un qui peut parler en se faisant comprendre d'elle, j'allais dire, c'est pain béni, quoi. Je veux dire, sans vouloir me moquer du caractère évidemment sanctifié de Ségolène Royal, mais il y a quelque chose de bon à prendre là-dedans. En plus, elle rend un service parce qu'elle est la plus écolo-compatible de tous les socialistes et qu'il fallait quelqu'un à ce ministère qui puisse avoir une fibre écologiste qu'elle a toujours eue. Ce n'était pas forcément utile de nous rappeler qu'elle avait eu des succès dans les Deux-Sèvres en la matière. Mais bon, c'est vrai qu'elle a toujours défendu des positions écologiques et que même sous Jean-Marc Ayrault régnanté, elle est la seule dirigeante socialiste qui ait demandé un moratoire pour le fameux aéroport de Notre-Dame-des-Landes. C'est ce que soulignaient François Druget et Barbara Pompili ce matin. Eh ben, très bien, oui, on est d'accord là-dessus. Mais voilà, elle arrive avec cette espèce d'aura, de charisme. Tout le monde se dit en même temps, oh là là, elle va être dure à gérer parce qu'elle est ingérable, Ségolène Royal. Elle peut tout à coup prendre des initiatives, dire des choses qui ne sont pas prévues, le faire exprès parfois pour mettre un petit peu d'ambiance et obliger les socialistes à bouger. Voilà, elle revient de loin, on comprend pourquoi elle avait été à l'écart. C'était d'autant plus difficile qu'elle était l'ancienne compagne et la mère des enfants de François Hollande et que la compagne qui vivait avec François Hollande... La mère, elle l'est toujours, oui. La mère, elle est toujours... Madame Trierweiler n'aurait pas vu d'un œil favorable le retour de Ségolène Royal. Je pense que le fait qu'elle ne soit Roland, plus là aide aussi beaucoup les choses. Je vous coupe parce qu'on est donc en direct au ministère de l'Éducation nationale où Vincent Payon et Georges Paul-Langevin viennent tout juste d'arriver sur le perron et vont donc passer la main à Benoît Hamon. Benoît Hamon qui devient donc le nouveau ministre de l'Éducation nationale. On écoute Georges Paul-Langevin. Georges Paul-Langevin qui va, elle, du côté du ministère de l'Outre-mer. C'est nous qui avons ça. Voilà.
Visiblement, petit problème de son. On va régler ce petit problème en régie et nous reviendrons tout de suite après du côté du ministère de l'Éducation nationale. Georges Paul-Langevin quitte ce ministère pour rejoindre le ministère des Outre-mer. Et Vincent Peillon, lui, quitte ce ministère de l'Éducation nationale qui va être pris par Benoît Hamon. Vincent Peillon, Benoît Hamon, deux vieux compères, Michael Zamès. Oui, qui se connaissent très très bien. Donc du coup, ça risque d'être assez chaleureux quand même comme passage de témoin. Par contre, pour Benoît Hamon, ça va devenir une tâche quand même assez difficile. Ça va être un très très gros ministère. C'est une promotion. C'est une grosse promotion, pour et aussi parce qu'il appartient à une certaine aile du parti. Donc du coup, c'est vrai que ça contrebalance un petit peu peut-être l'effet Valls. Donc du coup, on avait besoin aussi, parce qu'il y a aussi un pacte aussi entre Benoît Hamon, Manuel Valls à Normandebourg. Il y a besoin peut-être un peu de se resserrer là-dessus. Non, pour Benoît Hamon, ça va être un gros défi parce que c'est pas un spécialiste de l'éducation nationale. D'autres ministres ont réussi n'étant pas des spécialistes, mais par contre, ça risque d'être une tâche difficile parce que passer après Vincent Peillon, et notamment sur la loi sur les rythmes scolaires qu'il va falloir mettre en place, ça risque d'être assez compliqué, sachant que la promesse de François Hollande, c'était 60 000 embauches, et que ça aussi, il va devoir la mettre en place. Denis Jean. Moi, je trouve qu'il y a une malédiction du ministère de l'Éducation nationale. Quand vous regardez ce ministère sur les 30 dernières années, la moyenne de durée de vie d'un ministre, c'est 2 ans. Vincent Peillon est un homme remarquable, un véritable intellectuel qui avait énormément investi sur ce dossier-là. Il a pris beaucoup de risques, on peut dire qu'il a peut-être commis des maladresses, mais moi je trouve très regrettable de le changer comme ça à mi-parcours et de l'écarter. Alors peut-être que lui-même avait décidé de partir puisqu'on savait qu'il était sur la liste du Sud-Est pour les européennes. Du côté de la grande région Sud-Est. Néanmoins, moi je trouve que alors, du point de vue des politiques publiques, du sérieux gouvernemental, on peut vraiment regretter ça. Vraiment, on a besoin de ministres, surtout ce ministère-là, qui demande la continuité. Au corporatisme des syndicats enseignants, c'est ce que certains disent. Comment vous l'interprétez, cette petite durée de vie, vous l'avez dit vous-même, des ministres de l'Éducation. Et donc, chaque ministre arrive avec sa propre réforme. Je pense que Benoît Hamon va nous en inventer une nouvelle qui n'aboutira pas plus que les précédentes. Et donc, on est dans un immobilisme, alors que, comme l'a d'ailleurs rappelé le chef de l'État dans son intervention lundi, c'est un des sujets numéro 1 pour l'avenir de ce pays. Et donc, moi, sincèrement, je trouve ça vraiment regrettable du point de vue de l'intérêt général. Il a commis des erreurs, Vincent Peillon, mais il y a une chose qu'on ne peut pas lui enlever. Il connaissait parfaitement son dossier. Il avait mis au point une véritable politique, une véritable stratégie. Il a pris beaucoup de coups. Il n'a pas été beaucoup soutenu. Et au moment où il part, moi, je trouve qu'il faut le regretter. Oui, certains syndicats disent qu'il a fait beaucoup de gaffes aussi, qu'il a beaucoup parlé peut-être à tort et à travers, et qu'il est peut-être voulu passer en force et peut-être passer un petit peu trop vite. Du coup, il y a eu des problèmes avec les syndicats, et les syndicats à l'éducation nationale, c'est une force Il est importante. retombé sur la question. Roland Quérol a un avis sur le sujet également. Oui, je voudrais renforcer l'idée qu'on avait là quelqu'un de compétent. C'était l'expert dans le monde socialiste des problèmes de l'éducation nationale. Et il avait préparé son affaire en discutant énormément avec la société civile, avec les enseignants, avec les représentants syndicaux, et il avait obtenu une espèce de consensus sur ses projets de réforme. C'est ça qui est étonnant, c'est que les réformes qu'il a fait voter sont des réformes qui ont été établies dans le consensus avec l'ensemble des personnels. Et puis, patatras, ça s'est mal passé pour des raisons de forme. D'abord sur cette histoire des rythmes scolaires. Est-ce que c'était indispensable de mettre ça comme première réforme symbolique ? J'en suis pas sûr. Ça, il y a peut-être une erreur d'appréciation de sa part. Et puis, dans la discussion même avec les uns et les autres, et notamment avec les représentants syndicaux, il a eu un côté un peu il faut réformer de toute façon, c'est vous qui avez tort, c'est moi qui ai raison. Et on sait bien qu'ils n'aiment pas ça, mais que pas seulement les syndicats. Le corps enseignant, à la base, qui avait venu arriver, Vincent Peillon, avec un vrai espoir, vont le voir partir avec plaisir. Il est celui qui symbolise le fait, pour eux, que c'est un ministre socialiste qui a voulu leur imposer une réforme. Et ils sont plutôt, en ce moment, malheureux du ministère, les profs. Et donc, d'une certaine façon, même si c'est le meilleur chez les socialistes, Hollande était forcé, recherchant son électorat, et on sait combien ça pèse, les enseignants, dans l'électorat socialiste, il fallait qu'ils remettent un petit peu
Un petit peu de douceur dans les liens. Et je pense que la tâche qu'on attend désormais de Benoît Hamon, c'est de réformer le moins possible. C'est pas d'ajouter une réforme aux autres. Mais vous savez, les ministres de l'Éducation se succèdent. Il y a ceux qui ne font rien en termes de réforme, mais qui mettent du lien, font passer les réformes préparées avant. Est-ce qu'on peut ne rien faire dans un gouvernement de combat, Roland ? À l'éducation nationale, oui, c'est une des façons de mener le combat. Et c'est même souhaitable. C'est le combat pour reconquérir les électeurs. Jean-Luc Gombaud, un avis sur cet immobilisme décrit à la fois par Roland Quérol, Denis Jeanbart, Michael Jamès. J'ai cette franche, je connais pas bien la question. Par contre, je connais Benoît Hamon un peu, oui. Et je pense qu'il a réussi là où on l'a mis. Et il a réussi sur le plan économique et politique. Politique d'abord parce que c'est un homme parti de gauche, il a voté non au traité constitutionnel sur des bases de gauche. Et quand il est rentré au gouvernement, j'ai trouvé qu'il était parfaitement discipliné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de... Et il est resté. Il est resté avec ses idées et il n'a jamais fait de couac. Il n'y a jamais eu un problème avec lui. Il a dit « je fais mon boulot sur la consommation » et il l'a bien fait. Alors que, par exemple, Madame Duflot a eu des problèmes entre les professionnels et les gens, les locataires, lui, il a réussi à ne pas avoir trop de problèmes avec, et ça concerne beaucoup de monde comme professionnel, le problème de la consommation, la grande distribution, etc. Et le mouvement des consommateurs. Donc il a pas mal bricolé son affaire dans son coin. Donc, quelque part, je pense qu'il n'est pas aussi peu compétent que moi sur les questions d'éducation, mais bon, il n'y a pas de raison qu'il ne réussisse pas dans ce domaine comme il a réussi dans le domaine qui lui était confié auparavant. Il y a une licence d'histoire, ça peut aider peut-être. Toujours sans doute des problèmes de son. Voilà pourquoi vous n'avez pas la tonalité du discours de Vincent Peillon qu'il est en train de prononcer en ce moment du côté du ministère de l'Éducation nationale. Je vous rappelle que Georges Paul-Langevin quitte également ce ministère pour regagner celui des Outre-mer. Et Benoît Hamon va s'exprimer donc juste après le ministre sortant, comme le veut bien sûr la tradition. Alors Jean-Pierre, du coup, on va... Du côté de l'Assemblée nationale, peut-être Elisabeth Tholomé non, ce sera pour un tout petit peu plus tard. C'est un petit Ce qu'on va faire du coup, Jean-Pierre, c'est qu'on va suivre en différé la première passation de pouvoir entre Cécile Duflot et Sylvia Pinel. C'est une passation de pouvoir qui avait lieu vers 15h20. Passation de pouvoir donc entre Cécile Duflot, un ministre écologiste qui quitte donc ce gouvernement, et Sylvia Pinel qui prend sa place au ministère du Logement et de l'Égalité des Territoires. C'était donc il y a environ 1h30. Je vous propose maintenant de regarder cette passation de pouvoir. L'amitié, c'est ce qui vient au cœur quand on fait ensemble des choses belles et difficiles, disait l'abbé Pierre. Que toutes celles et tous ceux qui, dans les 2 ans écoulés, ont œuvré à quelque poste que ce soit, à faire avancer les choses au sein du ministère de l'Égalité des Territoires et du Logement, soient assurés de mon indéfectible amitié. J'ai eu le temps de voir les uns et les autres, vous savez ce que je pense, mais je veux dire que j'ai eu ici, dans cette belle maison, une pépite inestimable, mon cabinet, un mélange d'inventivité et de professionnalisme qui s'incarne évidemment dans un professionnel extraordinaire, qui est d'abord un homme remarquable, mon directeur de cabinet, Frédéric Lénica. Merci à vous d'avoir donné de votre temps sans ménager votre peine, dans ces temps où l'action publique est contestée et où la tentation du chacun pour soi l'emporte trop souvent. Le besoin de justice et d'égalité de notre pays est énorme. Sa soif de réforme également. Un gouvernement de gauche est attendu davantage encore sur sa capacité à répondre à ces exigences. Ne cédons jamais à la tentation du découragement ou à la fatalité de l'orthodoxie. Pendant presque 2 ans, j'ai mis toute mon énergie à répondre à ces demandes, à m'attaquer aux racines de la crise du logement qui touche encore des millions de personnes dans notre pays, et c'est insupportable. J'ai été fière de servir mon pays. Ici, depuis mai 2012, nous avons mené une politique fidèle à chaque instant aux engagements de la majorité de gauche et des écologistes. Nous avons souhaité réguler le marché pour protéger les Français de la violence de la crise et mener dans le même temps une bataille résolue en faveur
de la construction. Le laisser-faire n'est pas et ne sera jamais une politique. Je mesure ce qui reste à accomplir et je souhaite, chère Sylvia, que tu réussisses dans la tâche qui t'incombe désormais. Il est essentiel que les moyens de ton ministère soient préservés pour que son action soit la plus efficace possible. Je te laisse un bien précieux, une réforme solide qui ne demande qu'à éclore, la loi Allure. L'essentiel est là, mais il reste beaucoup à faire pour achever ce beau chantier qui sera donc, et j'en suis heureuse, une œuvre partagée et collective. Sois assurée de ma solidarité la plus vive. Ton ministère, Sylvia, le ministère du Logement, est essentiel pour améliorer la vie de nos concitoyennes et de nos concitoyens. C'est à la fois un acteur majeur de la justice sociale et de la protection des Français et dans le même temps, un maillon indispensable de la politique de transition écologique que j'appelle plus que jamais de mes vœux. Ton ministère, le ministère de l'égalité des territoires, est le garant de cette belle valeur qui est la clé de voûte de l'édifice républicain. La situation de notre pays demande que soient défrichés des chemins nouveaux. Nous avons besoin de modernité, d'invention et qu'un souffle neuf irrigue notre vie démocratique pour qu'elle retrouve la confiance des habitants et des habitantes de notre pays. Je quitte mes fonctions de ministre plus que jamais persuadée que la défense de l'intérêt général demande de retrouver le sens de l'audace et du courage. À la place qui sera la mienne désormais, j'entends y contribuer, avec en tête l'avenir de mon pays et au cœur l'amour des Françaises et des Français. Ma liberté, pleinement retrouvée et assumée, je la mets au service de l'écologie, de la gauche et de la France. Alors parfois, la politique a besoin de symboles. Donc voilà, c'est plus qu'une passation de pouvoir, Sylvia. C'est une passation de témoin. Je te confie ce bien précieux. Je n'ai pas choisi la couleur qu'est la loi Allure. Merci. Chère Cécile, je voudrais tout d'abord te remercier pour les mots que tu viens d'avoir, mais je voudrais surtout te remercier pour l'immense travail que tu as mené ici avec tes services, ton cabinet, depuis mai 2012. Je sais que les dossiers, les chantiers que tu as ouverts sont intenses, exaltants, passionnants et parfois difficiles. Je veux ici témoigner de l'énergie, de la motivation, de la détermination que tu as montré pendant ces 2 ans pour faire aboutir de beaux projets. Tu viens de m'en remettre un symboliquement qui a été définitivement adopté. Et je veux te dire ici très solennellement et avec beaucoup d'émotion que je souhaite évidemment poursuivre le travail que tu as engagé, que tu as mené avec beaucoup de courage et beaucoup de conviction pendant ces 2 ans. Nous avons eu justement pendant ces 2 ans l'occasion de travailler ensemble sur différents sujets. Et il y a d'ailleurs dans ce texte un sujet sur lequel nous avons travaillé ensemble, sur l'urbanisme et l'urbanisme commercial. Ces sujets que nous devons continuer à approfondir, à travailler et sur lesquels une implication forte sera demandée. Je souhaite évidemment les mettre en application dans les meilleurs délais. Je pense aux grandes avancées
en faveur du logement que tu as mis en œuvre avec la loi Allure, avec des dispositions concrètes, pragmatiques et attendues par nos concitoyennes et nos concitoyens. Nous devons aujourd'hui répondre à l'urgence et aux besoins et aux attentes des Français. Nous devons aussi ériger en priorité l'égalité des territoires comme une priorité absolue pour réduire les inégalités qui frappent les plus fragiles, notamment dans les territoires ruraux, et les résultats des élections municipales nous y invitent encore plus fortement. Nous avons eu l'occasion, je le disais, de faire preuve de responsabilité, de travail en commun. Et vraiment, je veux ici te rendre un hommage appuyé et te dire que je suis déterminée à poursuivre le travail que tu as mené, que tu as engagé pendant ces 22 mois. Te dire aussi que les radicaux de gauche ont fait un choix différent de ta famille politique, que je respecte, mais je suis heureuse et fière en même temps que ce ministère que tu as incarné, que tu as fait vivre pendant ces 2 ans, puisse rester dans les partenaires de la majorité. Et qu'à l'avenir, nous aurons dans cette majorité de gauche l'obligation de nous rassembler avec nos responsabilités pour continuer l'œuvre que tu as débutée, pour participer au redressement de la France. Les radicaux de gauche, famille politique qui est la mienne, ont aujourd'hui beaucoup de responsabilités pour poursuivre ce travail important, pour poursuivre les mesures concrètes que tu as mises en œuvre pour le logement, mais aussi pour l'égalité des territoires. Tu avais dit que 2014 devait être la priorité de l'égalité des territoires, et je vais dès maintenant m'y employer, en même temps que j'ai une pensée émue pour Maurice Faure, qui a occupé ce ministère et qui vient de nous quitter il y a quelques semaines. Et nous devons toutes les deux être fiers de marcher dans ses pas. Et merci Cécile, un grand merci pour ce que tu as fait ici. Et j'espère me montrer digne de la confiance du Président de la République, du Premier ministre, et te dire bonne chance et à bientôt dans nos combats communs pour la République, pour la France. Voilà, c'était donc la transition, la passation de pouvoir entre Cécile Duflot et Sylvia Pinel, qui est donc la nouvelle ministre du Logement et de l'Égalité des Territoires. Vous allez avoir droit à un dernier commentaire, messieurs, sur ce nouveau gouvernement. On va préalablement passer du côté de l'Assemblée nationale, puisqu'Elisa Bertolomé est aux côtés du député socialiste Nicolas Baes, député du Pas-de-Calais. Elisa. Effectivement, alors Nicolas Baes, un gouvernement resserré, 16 ministres, c'est vraiment un gouvernement de combat selon vous ? Pour moi, c'est un gouvernement de combat. D'abord, c'est une très belle équipe, avec un Premier ministre qui, on le connaît tous, aime l'action, et ça sera un gouvernement de combat et d'action. Le combat, vous savez, dans le combat, moi je suis à la commission de la défense à l'Assemblée, alors je connais bien le combat, c'est 2 phases. Il y a la phase offensive, la phase défensive. La phase offensive, c'est le pacte de responsabilité voulu par le président, ce pacte qui va créer des emplois, qui va créer de la richesse que l'on pourra redistribuer aux Français. Et le combat, c'est aussi la défensive. La défensive, c'est le message que les électeurs nous ont passé dimanche et que le président a très bien compris. La défensive, ça sera la baisse des impôts pour les classes moyennes, et ça sera l'augmentation du pouvoir d'achat pour l'ensemble des classes populaires. Alors 16 ministres, dont beaucoup viennent du gouvernement Ayrault, est-ce que c'est pas un peu on prend les mêmes et on recommence ? Oui, on passe de 39 à 16 déjà, donc il y a un glissement. Certains de vos collègues et vous-même peut-être vous amusiez à dire qu'on ne connaissait pas le nom des 39 ministres précédents. Là, on a 16 ministres qui sont dans l'action, 16 ministres qui, pour la plupart, n'étaient pas contestés précédemment, qui faisaient très bien leur job. Ils sont là, ils ont pour certains conservé leur portefeuille, et je tiens ici à rendre hommage à Jean-Yves Le Drian, qui a fait un excellent travail, qui avait même été
désigné meilleur ministre de l'année, qui est un ministre qui, auprès des forces armées, est fortement apprécié. Donc on a 16 ministres, un gouvernement paritaire, avec certains dans le portefeuille précédent, dans les mêmes portefeuilles, d'autres avec de nouveaux portefeuilles ou avec des portefeuilles élargis, mais 16 ministres de combat et d'action. Mais reconduire quasiment presque tous les ministres du gouvernement Ayrault, est-ce que ça peut donner ce coup de fouet attendu par les Français ? Déjà, vous savez, un gouvernement se traduit souvent par son Premier ministre. C'est comme une élection municipale, on votait dimanche dernier, vous votez pour des listes de 29 noms, 33 noms, 40 noms selon les communes, sauf que vous votez pour le maire. Je pense que pour les Français, c'est un peu la même chose. Un gouvernement, c'est d'abord le Premier ministre. Le Premier ministre aujourd'hui est un excellent choix. C'était le choix qui était voulu par les Français. Le Président leur a envoyé ce signal fort. Et je pense que le Premier ministre s'en sortira avec cette équipe. Merci Nicolas Besse d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Elisa, en duplex de la salle des 4 colonnes de l'Assemblée nationale. Alors Mickaël, on suivait il y a quelques minutes la passation de pouvoir entre Cécile Duflot et Sylvia Pinel. Cécile Duflot qui a conclu son discours en disant vouloir servir la France. Mais je retrouve ma liberté et je veux servir la France. Alors, on va comprendre peut-être qu'elle a des vues déjà pour 2017, parce qu'il se murmure que Cécile Duflot aurait des envies de se présenter à l'élection présidentielle. En tout cas, elle retrouve sa liberté. Elle va retrouver peut-être le Conseil régional d'Île-de-France et peut-être aussi les élections régionales. Voilà. Les Verts, aujourd'hui, reprennent définitivement leur liberté. Et Cécile Duflot, qui est peut-être l'emblématique verte, en tout cas actuellement, se retrouve des envies d'ailleurs. Elle va aller ailleurs. D'ailleurs, elle a vraiment des envies de liberté. Et donc, la fin de sa phrase est une vraie rampe de lancement pour 2017. Est-ce que c'est pas ça la vraie lecture politique du départ des écologistes des gouvernements pour ceux qui la concernent, sûrement. Ouais. Elle sera candidate en 2017, selon toute vraisemblance. C'est assez logique. Tout grand parti qui aspire à grandir encore plus et à être un parti de gouvernement doit avoir au premier tour un candidat présidentiel, ne serait-ce que pour pouvoir après discuter dans l'entre-deux tours. Donc là, il y a une logique. En même temps, les Verts ont fait un bon score municipal, globalement, tout le monde l'a souligné. Oui. Les européennes, c'est plutôt une élection qui peut aussi, pourquoi pas, leur être favorable. Et les régionales, l'année prochaine, là aussi, on peut penser qu'ils vont faire un score honorable. Il y a une trajectoire politique comme ça du côté des Verts. C'est visiblement ça. Peut se développer. C'est visiblement ça le scénario de Cécile Duflot. Le problème, c'est si elle y emmène son parti dans de bonnes conditions. Et là, elle a joué une espèce de quitte-double, parce que elle n'y va pas, mais elle empêche aussi, avec ses amis, elle empêche les autres d'y aller. Ceux qui auraient pu y aller, vous avez peut-être vu la tête sur une autre chaîne ce matin de Mme Barbara Pompili, qui aurait pu avoir ce ministère, elle était quand même moyennement contente, et moyennement contente du raisonnement de Mme Duflot. Donc, à mon avis, il y a aussi ça quand on veut faire un parti. Il n'y a pas que la candidature présidentielle et les élections qui précèdent. Il y a constitué un réseau, un parti, un réseau d'amitié et de soutien qui mène le parti. Et là, ou bien elle aura eu raison parce que le gouvernement va échouer, et qu'il n'y aura pas une bonne transition énergétique, qui vont suivre notre ami Gombault, qui vont dire il n'y a pas d'argent. Et là, ils pourront dire, voyez, les seuls vrais écologistes, c'est nous. Ça pourrait leur faire un boulevard de communication. Mais si, en revanche, les socialistes se dépatouillent pas mal avec ces problèmes écologiques et qu'il y a vraiment du contenu important dans la loi de transition, là, peut-être que certains dans son propre parti diront « mais Cécile a eu tort ». Est-ce que la stratégie personnelle de Cécile Duflot est un pari risqué pour son parti, Denis Jeanbart ? Non, je ne crois pas. Je crois en effet que les municipales ont consolidé au fond la base électorale des écologistes et qu'aujourd'hui, en effet, ils font le pari de la liberté, mais c'est un pari en effet absolument nécessaire s'ils veulent s'inscrire dans la perspective de l'élection présidentielle. Peut-être aussi un pari en creux sur l'échec de ce gouvernement, quand même. Oui. Donc, pour se trouver un espace politique plus large, précisément au moment de l'élection présidentielle, et essayer de jouer, je veux dire, à un niveau supérieur dans le débat politique. Jean-Louis Gombault, le mot de la fin ? Je suis flatté. Le mot de la fin, je dirais simplement que demain, l'INSEE publie la note de conjoncture pour les 6 prochains mois. Avant-hier, on a eu le bilan global de l'année 2013 en matière de finances publiques, et on a vu qu'on avait dérapé. On risque de voir demain, dans cette note de conjoncture, que les choses vont se compliquer
Et donc aujourd'hui, c'est un petit peu l'enthousiasme. Et puis, et à partir de la semaine prochaine, on retourne au boulot. Vous oubliez la douche bruxelloise d'aujourd'hui. Alors, la douche d'hier. Hier, oui. La douche bruxelloise qui faisait référence et à la demande implicite de M. Hollande, comme quoi il allait demander un 3e sursis, parce que la France en a déjà eu 2, et que donc tout de suite, on a rectifié le tir. Donc, comme disait Michel Rocard, je crois, heureusement, les problèmes commencent. Donc la réalité, c'est demain. Ça commence demain. Merci beaucoup. Merci, c'est la fin de cette édition spéciale. D'autres passations de pouvoir, Jean-Pierre, bien sûr, sont à suivre, à commencer par celle entre Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, le Premier ministre Manuel Valls, qui laissera donc les clés du ministère de l'Intérieur à Bernard Cazeneuve dans une trentaine de minutes. Et puis demain matin également, François Rebsamen qui prendra les clés du ministère du Travail, clés laissées par Michel Sapin. Voilà, Manuel Valls à suivre chez nos confrères de TF1 dans le journal de 20h ce soir, et nous rendrons compte de tout cela dans nos journaux respectifs, bien sûr, sur les chaînes parlementaires. À très bientôt pour d'autres événements sur les chaînes parlementaires. Bonne fin d'après-midi.